Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 17e conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Dans cette vidéo, je vous propose d'améliorer votre compréhension stratégique au niveau des poussées de pions au centre. C'est un sujet très vaste qui demanderait plusieurs vidéos. D'ailleurs, j'en referai sûrement sur ce thème. Mais j'ai voulu vous présenter deux situations rencontrées la semaine dernière par mes élèves, dont une que je vois tout le temps. Et donc je me suis dit, c'est plus possible, il faut que je fasse une vidéo dessus. On terminera par l'habituel à retenir et un exercice. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. On y va tout de suite. Alors, premier exemple. On va jouer les coups D4, D5, on est du côté des noirs. C4, un grand bid de la dame, les noirs jouent C6, le coup qui peut mener à différentes défenses de la famille des Slaves. Cavalier en C3, cavalier en F6, cavalier en F3, pion E6. Donc les noirs qui choisissent un schéma de semi-slave, puisque la slave c'est plutôt de prendre en C4 pour ensuite sortir le fou si l'occasion se présente, en particulier sur F5. Donc E6. Donc à noter qu'on aurait pu rencontrer cette situation en commençant avec les noirs par un gambit dame refusé et si les blancs avaient joué cavalier F3, ensuite par le coup C6 qui forme un petit triangle de pions ici assez solide au centre. Pion E3. Si vous voulez en savoir plus sur le développement de D4, D5 d'ailleurs, c'était le conseil de la semaine numéro 4, je crois, ou 5, sur le développement des noirs dans les parties de D4, D5. Cavalier en B et en D7, donc on voit que les deux joueurs ont joué des pions au centre pour contrôler le centre et puis développer leurs deux cavaliers. Les blancs sortent leur fou en D3, les noirs sortent leur fou en D6, donc un jeu assez logique et même, on pourrait dire, quasiment scolaire des deux joueurs, le fou très bien placé, le fou très bien placé, les bons fous qui se positionnent sur des bonnes cases. Les blancs font un petit roc, les noirs font un petit roc. Et là, un coup inhabituel qu'on rencontrera quasiment jamais dans les parties de maître, mais que je vois très souvent dans les parties d'amateurs, c'est les blancs qui jouent C5 pour attaquer le fou. Le fou se replie en C7 et les blancs jouent le coup B4. Et j'ai une question pour vous. Vous avez les noirs. Quel est votre coup préféré ici avec les noirs? Je vous invite à mettre la pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir. Alors, il y a plusieurs coups possibles pour les noirs. Bon, on peut noter que les noirs sont assez bloqués, un peu bloqués. Il manque d'espace ici. C'est l'embouteillage avec les pièces, notamment ici. Alors, un coup qui peut être souvent tentant dans ce genre de situation, c'est A5 pour attaquer le pion en B4 parce qu'il ne peut pas faire A3 car sa tour n'est pas encore protégée. Donc, s'il fait A3 et qu'on prend ici, il ne peut pas reprendre, sinon il perd sa tour. Il pourrait le faire si sa tour était protégée, c'est-à-dire si son fou était sorti. Donc A5 c'est un coup logique, malheureusement ici les blancs ont le coup B5 qui est tout à fait bien pour eux. Après ça ils ont un beau levier ici qu'ils peuvent utiliser quand ils veulent en fait, parce que probablement les noirs ne veulent pas prendre ce pion, sinon ça va laisser le cavalier ou même le fou arriver ici. Et puis les blancs pourront décider s'ils ont envie de prendre, ce qui sera sûrement leur idée, ou pourquoi pas même essayer de prendre beaucoup d'espace en poussant le pion en B6. Donc A5 c'est pas trop efficace ici, alors que dans d'autres situations ça peut l'être. Et donc le coup qui s'impose ici, c'est cette situation que je rencontre très souvent avec des élèves et je m'arrache un peu les cheveux parce que des fois je vois cette situation qui reste comme ça avec le pion qui reste là pendant 5 coups, pendant 8 coups ou pour toujours des fois. Et le coup qui s'impose ici, et vraiment c'est le coup que je voulais vous montrer dans cette thématique, dans cette vidéo, c'est le coup E5, on avance au centre. Alors quoi de plus naturel aux échecs que d'avancer un pion au centre? On nous dit au début, quand on apprend à jouer, quand on vient d'apprendre à jouer plutôt, et qu'on apprend nos premières techniques de jeu, nos premières stratégies de jeu, on nous dit essayer de mettre des pions au centre.
Et alors c'est dommage que les joueurs, ils l'oublient un peu, et ils le font au début en fait, hein. Ils le font, ils sont contents, pion D4, pion D5, ça y est, un pion au centre, et puis après ils arrêtent. Ce qui est quand même particulièrement dommage parce qu'un des objectifs aux échecs après avoir fait ça, c'est justement de réussir. Pour les deux joueurs, hein, est-ce que les blancs vont réussir un jour à mettre un pion au centre en E4 dans des bonnes situations, dans des bonnes circonstances? Et est-ce que les noirs peuvent réussir, eux aussi, pourquoi pas, à mettre un pion sur une case du centre? On rappelle que le centre, c'est les 4 cases qui sont au plein centre de l'échiquier. Voilà, en plein centre. Donc après B4, la réponse que j'attendais, c'était E5. Alors on va voir pourquoi ce coup est si bon et à quoi il peut mener. Donc j'ai préparé quelques variantes. Alors le plus logique ici pour les blancs, c'est de le prendre, hein, parce que sinon ce pion risque de continuer sa route en dépassant la ligne médiane, et ça va commencer à être très fort pour les noirs. Donc on va tout de suite commencer par la capture du pion en E5. Les noirs reprennent avec le cavalier pour garder leur fou qui est sur une très bonne diagonale. Cavalier prend, fou prend, on attaque le cavalier en C3. Bon, c'est pas très grave, les plans vont protéger avec le fou probablement, peut-être avec la dame. Donc ça c'est un détail. Mais j'aimerais qu'on fasse un bilan de l'évolution de la position après ce coup. Par rapport à tout à l'heure, on était ici, il y a eu E5, pion prend, cavalier prend, fou prend. Et le bilan est assez éloquent. Donc, premièrement, le fou en C8, qui était bloqué par le pion en E6, a le champ libre. Alors, pour l'instant, c'est pas complètement sûr où il va aller, mais déjà, il vise les 5 cases qui sont devant lui, donc c'est très efficace. Il peut aider un cavalier à venir ici. D'ailleurs, on va voir que ça peut être une bonne idée pour les noirs parfois. Il peut éventuellement parfois se développer lui-même sur G4, et en tout cas, à coup sûr, il peut aider les noirs à faire une attaque sur le roc. Le cavalier blanc qui était sur F3 a été échangé contre le cavalier noir qui était sur D7. Le cavalier sur D7 était un peu moins actif que le cavalier sur F3, donc déjà c'était une bonne opération pour les noirs. Et aussi, ce qui est très embêtant pour les blancs, qui peut devenir très embêtant, c'est que le cavalier n'est plus sur F3 pour défendre le roc et notamment la case H2. Donc on voit que ce roc est un peu tout seul, il n'y a pas de pièce devant maintenant. L'autre bilan, c'est que les blancs n'ont plus de pions dans le centre, parce que leur pion D4 a disparu, et les noirs ont toujours leur pion au centre. Donc les noirs ont pris l'avantage, on peut dire carrément, au niveau du placement des pions dans le centre. Donc ça fait énormément d'avantages pour les noirs. Donc on peut faire tour 8 pour jouer sur la colonne semi-ouverte, par exemple. Plein de choses. Alors on va montrer fou B2, par exemple. Et là, on peut même, si on veut, on peut jouer des coups très normaux, comme développer la tour, justement, ou peut-être développer le fou. Ou dame en C7. Plein de coups peuvent être assez bons aussi pour les noirs, mais on peut même se lancer dans une attaque avec cavalier en G4, parce que selon la réponse des blancs, ça pourrait mal tourner pour eux. Alors H3 ce serait la meilleure réponse, et on pourrait faire dame H4, car ils pourraient pas prendre le cavalier à cause de l'échec et mat. Ce qui fait qu'on menacerait quelque chose d'assez malin ici, c'est fou en échec. Fou à H2 échec, le roi va dans le coin, cavalier échec, fourchette royale, il va évidemment prendre pour pas perdre sa dame, on va prendre, alors on se dit on va perdre le fou à la fin, mais à la fin on prendrait le fou en B2. Donc on menace ça, les blancs vont devoir se défendre contre cette menace, et on voit surtout que les noirs ont un excellent jeu de pièces ici, les pièces ont été libérées. C'est souvent ce qui se passe quand vous faites un bon coup de pion au centre, ça peut libérer vos pièces. Voilà, on le verra dans le à retenir. Donc si on revient au début et qu'on refait le coup E5, maintenant on va voir ce qui se passe si les blancs ne veulent pas prendre ce pion, peut-être pour garder leur cavalier, peut-être pour pas trop libérer ce cavalier en D7 qui bloque le fou en C8. Donc admettons qu'il recule le fou sur C2. Qui n'est pas un bon coup. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les noirs, s'ils ont l'occasion, eh bien probablement ils vont vouloir continuer leur route au centre avec ce pion qui va prendre de l'espace, qui va dépasser la ligne médiane, et le cavalier qui va devoir partir. Donc finalement on ne l'échange pas, mais on le fait partir. Probablement il va aller en arrière. Et là, la situation est assez prometteuse pour les noirs, mais évidemment, avec le cavalier dans le passage, ça gêne un peu. Les deux cavaliers sont un peu dans le passage de la dame et du fou, qui aura peut-être aimé rejoindre l'attaque. Et il y a un très joli coup pour essayer de placer une idée hyper connue. C'est cavalier prend C5. Alors c'est spectaculaire et j'aime bien montrer ce coup parce que ça montre à quel point le coup de pion en E5 des noirs au début était fort, parce qu'on peut se permettre maintenant de sacrifier un cavalier pour tenter une attaque avec fou prend H2 échec, le coup classique. Alors c'est le fameux sacrifice du Calabrais, le fameux cadeau grec, et donc après roi prend H2, qui n'est pas obligatoire, mais dans tous les cas les noirs sont contents. Cavalier en G4 échec, et si jamais il rentre sur G1, c'est le classique, la dame vient,
Regardez ce pion qui surveille la case en F3. Notez que le fou ne peut pas venir, c'est très important pour défendre sur H2. Donc il faut libérer le roi de cette menace de mat. Donc tour là, et puis là c'est le classique, c'est pas dame H2, c'est dame prend F2. Roi H1, dame échec, roi G1, dame échec, roi ici, dame échec, roi là, et dame prend G2, échec et mat. C'est une manœuvre extrêmement connue qu'on voit beaucoup dans le sacrifice fou prend H2, qui fait partie des sacrifices les plus connus, les méthodes d'attaque les plus connues sur un roc. Donc voilà pour cavalier G4. Admettons qu'il vienne sur G3, qui est obligatoire finalement. Alors là, on pourrait faire F5 si on veut avoir une bonne position d'attaque, franchement, excellente position. Ou bien on peut aller plus directement avec dame C7 échec. Et ici, il doit faire attention à comment il répond. Il doit faire pion F4 si jamais il essaye de bouger son roi, comme roi H4. Il se prendrait dame H2 échec, roi ici. Et puis là, on aurait le luxe de choisir notre mat en un coup. On peut faire H6 mat, on peut faire F6 mat, ou bien on peut faire dame H6 mat. Donc 3 façons de mater. On va faire par exemple H6 et le roi blanc est échec et mat. Et il est complètement dans notre camp. Il est sorti et son armée est complètement derrière le mur ici de pion. Voilà pour quelques possibilités de jeu. Alors si on ne fait pas E5, je peux vous dire que tout ce qu'on vient de voir, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc c'était le premier exemple. Il était assez riche et on va enchaîner. Donc on va continuer dans ce schéma de semi-slave, mais on passe du côté des blancs et on va refaire exactement les mêmes coups. D4, D5, gambit de la dame, défense slave, cavalier en C3, cavalier en F6, cavalier en F3, la semi-slave, pion E3. L'autre coup qui est conseillé ici pour les blancs, c'est fou en G5. Donc les deux coups sont bons, hein. Fou en G5 ou pion en E3. Fou G5 un peu plus compliqué. E3, cavalier B en D7, fou en D3, fou en D6, petit roc, si vous avez déjà vu ces coups, c'est normal, c'est les mêmes que l'exemple précédent. Et donc on va revenir sur le coup C5. Et on va revenir sur le coup fou C7. Et maintenant, je vais vous poser une question. Vous avez les blancs cette fois-ci. Qu'est-ce que vous jouez? Je vous invite à mettre la pause. Alors j'espère que tout le monde a avancé au centre avec pion E4, car c'était bon pour les noirs et c'est bon pour les blancs. Alors il peut y avoir des nuances selon les positions. Pour des positions où c'est plus ou moins bon. Parfois c'est très fort, parfois c'est juste un coup normal. En tout cas, on ouvre pour le fou en C1 qui était bloqué par le pion. Ça reste bien sûr une bonne chose. Et à noter que les noirs ici, s'ils veulent répondre, ils pourraient eux aussi répondre avec pion E5. Et là, on a un gros combat au centre puisque les deux joueurs ont mis 2 pions dans le centre qui peuvent se prendre mutuellement. Voilà. Parfois aussi, on peut prendre et jouer un coup cavalier F6, ou ici peut-être c'est bien de commencer par pion H6 pour pas se faire clouer. Et on garde l'idée en tête, pion E5. Voilà pour ce deuxième exemple. Mais on va revenir nous au coup avant C5, parce que je rappelle que C5 c'est un coup qui n'est pas très recommandé et qui n'est pas très souvent joué par les maîtres. Et ici, le coup qui est beaucoup mieux et qui est conseillé et qui est souvent joué, c'est pion E4 immédiatement. Et on va avoir beaucoup plus de pions au centre et beaucoup plus de possibilités. On met une pression beaucoup plus grosse sur le pion du centre de l'adversaire ici. Donc, c'est plus délicat pour lui de contrer au centre. Cependant, on lui conseillerait de prendre en C4. Fou prend et de maintenant, très important, avancer lui aussi au centre. Déjà pour ne pas se prendre la fourchette, ça c'est sûr, mais juste parce que aussi c'est un très bon coup qui attaque notre centre. C'est très important quand l'adversaire obtient le centre parfait, c'est-à-dire 2 pions au centre côte à côte comme ça, de l'attaquer d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est extrêmement important. On peut quasiment pas jouer sans faire ça. Donc, ou alors on va avoir une mauvaise position. Voilà, donc E5, un bon coup ici. Voilà. On peut aussi prendre sur E4, mais c'est considéré habituellement ce genre de position comme plutôt bien pour les blancs. Ils ont 2 pions bien placés au centre, ils ont plus d'espace, et les noirs, c'est un peu plus délicat pour eux de faire marcher le coup E5 dans ces positions. Pour des raisons qu'on ne montrera pas ici. Bon, si vous insistez, je vais montrer une idée. Alors, juste, des fois ça peut être dame H5 avec la double attaque, mais il peut y avoir la réponse F5. Mais si on n'est pas sûr, on fait fou prend échec, on va prendre dame échec et la double attaque. Voilà, et les blancs gagnent un pion, et en plus, ils ont fragilisé le roc des noirs. Allez, on passe au troisième exemple. Donc voilà, une partie d'un de mes élèves, je vous l'avais dit, mais bon, en fait, j'ai rencontré cette situation
de nombreuses fois dans des parties d'élèves. Et donc, le coup des noirs, ici, comme vous le devinez, qu'il fallait faire, c'était E5. Alors la différence, c'est qu'il n'y a plus les fous de case blanche. Donc E5 ne libère pas le fou C8. Donc c'est moins nécessaire, mais ça reste le bon coup de la position. Voilà. On menace de continuer la route. Sur dame recul, on peut encore continuer. Et sur cavalier recul, on peut replacer fou prend échec avec l'arrivée du cavalier. Donc très bien. Donc il devrait prendre. Oups. Donc il devrait prendre. Et on prendrait, et il prendrait, et on prendrait, et on reviendrait sur quelque chose de proche. C'est ce qu'il n'y a plus le fou ici, mais ça reste très bien pour les noirs qui ont de nouveau un pion au centre tandis que les blancs non plus, et qui peuvent faire tour 8, dame C7, etc. Voilà pour l'exemple 3. Allez, on va aller sur un quatrième exemple, qui est une autre position rencontrée par un élève très récemment, dans une partie de 30 minutes plus 30 secondes par coup. Alors, vous avez les noirs, donc ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser cette position comme un exercice que jouer avec les noirs. N'hésitez pas à mettre la pause. Alors, il faut faire un point sur la situation. Donc, c'est une situation de Grunfeld, mais un peu particulière parce que les blancs n'ont pas joué le pion sur E4. Et ils ont joué un schéma de fianchetto plutôt, et donc c'est logique pour eux de mettre le pion sur E3 pour laisser passer le fou. J'essaie de combiner avec la présence de la dame en B3, pourquoi pas. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'ils ont un pion au centre. Et les noirs n'en ont pas. Et ce pion au centre est très bien soutenu par le pion E3, qui lui-même est soutenu par le pion F2. Et c'est très embêtant pour un joueur de Grunfeld qui veut faire jouer son fou en G7 sur cette diagonale. Il d'habitude a un pion en C5 pour essayer de fragiliser ici. Et là, c'est hyper solide. Et donc, on devrait se dire ici, j'ai deux problèmes, en gros. Enfin, il faut aussi finir le développement, voilà, ça c'est l'autre problème. D'ailleurs, dans la partie, les noirs, ils étaient concentrés sur leur développement, ils ont joué tour B8 pour pouvoir sortir le fou. C'était dommage, c'était pas un bon coup. Si vous avez joué ça, c'est trop timide. Et c'est pas adapté à la position. Après, petit à petit, les blancs ont eu une très bonne position, ils ont juste roqué, développé le fou. Voilà. Donc le bon coup, sans surprise, c'était pion E5. Alors, pourquoi c'est fort ici? C'est casser le pion en D4 et on va avoir des variantes spectaculaires qui vont totalement libérer le jeu des pièces noires. Et même, on est en train de profiter du fait que les blancs n'aient pas encore pu roquer, ou pas encore voulu roquer, et que donc temporairement ils ont encore le roi au centre. Et donc on est en train d'ouvrir le centre, ce qui est la logique. On va voir deux situations, ou même trois on peut dire, mais la troisième ça va être très court. C'est la poussée du pion, hyper logique, ou bien la capture sur E5. Et on va voir rapidement s'il touche à rien et il protège son pion. Mais le problème, c'est qu'on l'attaque 4 fois, ce pion. Donc on risque de gagner un pion. Pion prend, admettons qu'il prenne du cavalier. Cavalier prend. Pion prend. Bon, tôt ou tard, il aurait dû prendre du pion. Et à ce moment-là, on arrive avec tour 8 échec et on déroque l'adversaire. Donc, pas la peine de continuer. On sait que les noirs prennent un avantage ici. Ils ont déroqué l'adversaire. Ça va être pénible pour les blancs à jouer. On va devoir probablement cacher le roi sur F1, ce qui va bloquer la tour sur H1. On va revenir à pion E5. Maintenant, on va regarder la poussée du pion. Attaque le cavalier. Et les noirs ont plusieurs bonnes façons de réagir. Enfin, ils en ont deux. Ils peuvent faire cavalier A5, attaque la dame. La dame qui doit rester au contact du pion pour le défendre. Donc, dame en D1, c'est raisonnable. Pion E4, attaque la tour, réveille le fou, attaque le cavalier. Donc, cavalier là, obligé. Et les noirs gagnent un pion avec une très bonne position. Mais encore mieux, ce serait sur pion D5, faire tout de suite pion E4. Et là, on va carrément gagner du matériel parce qu'on attaque la tour et on attaque le cavalier. Et à noter que les blancs ne peuvent pas se permettre de bouger la tour parce qu'on prendrait le cavalier et il n'a pas le temps de prendre notre cavalier, sinon on prend encore son fou. Donc il va devoir prendre le pion et on va sauver notre cavalier. Ce qui fait qu'il doit faire ici cavalier en D4. Donc il commence par donner un pion. Cavalier prend, pion prend, fou prend. Et c'est pas qu'un pion. C'est qu'on gagne l'initiative ici avec les noirs. On attaque la tour. Il faudrait sans doute qu'il la bouge. Et on va pouvoir faire un super coup. Dame à 5 échecs. Juste avant qu'il roque, on en profite. Alors on peut se dire, ah bah ce coup n'est pas très bon, il y a fou en D2. Et ici, il y a une petite tactique pour les noirs que je vous invite à trouver en mettant la pause. Et donc c'est le thème d'une précédente
vidéo d'un précédent conseil de la semaine sur le thème de la déviation. Et c'est fou.f2 échec. Voilà, je crois que c'est le conseil de la semaine numéro 15 sur la déviation. En fait, on veut dévier le roi de la défense du fou. Voilà. Alors s'il prend le fou, on est content. Et s'il essaie de ne pas prendre, eh ben, ça ne va pas s'arranger pour lui, puisque le fou va venir sur G4 faire échec. Après, on va venir avec la tour. Et si jamais il vient là, on va venir avec le fou. Et il est complètement coincé. On va gagner probablement la dame. Et on n'est pas loin de faire un échec et mat. Voilà un exemple de ce qui peut se passer sur pion D5. Maintenant, on va voir la capture sur E5. On reprend. Il reprend. On reprend. Et encore une fois, on attaque la tour. Ce qui fait que les blancs n'ont pas le loisir de roquer. S'ils font fou en B2 pour défendre, on va profiter pour le déroquer encore avec dame échec. Il va devoir faire roi F1, donc déjà c'est désagréable. On peut faire un coup comme fou E6. Il ne peut pas se permettre de lancer sa dame par là-bas parce qu'on va faire des coups comme tour B8 et gagner le fou derrière. Il est en très mauvaise position. Sa dame doit défendre son fou qui est attaqué par le fou E5. Il va faire un coup comme ça. Il ne pouvait pas aller sur A3 puisqu'on allait échanger les dames et gagner la tour derrière. Donc il doit plutôt aller ici. Et maintenant on fait tour A en C8 pour dévier la dame du fou, et là les pires peines du monde à le protéger correctement. Et on va avoir aussi éventuellement la fourchette. Bon, on aurait pu le faire dès le début, mais on peut intercaler le coup de tour car c'est très fort. Si jamais il fait ça, on gagne encore mieux qu'un fou, on gagne une dame. Voilà un exemple. Donc fou B2, bon ben grosse erreur. Enfin, ouais, ça se passe très mal. Et tour B1, ça se passe un peu moins mal, mais ça se passe pas très bien parce qu'on fait fou F5 attaque la tour. La tour est coincée, il faut faire pion E4. Ça rappelle un peu les tours à l'E3. Conseil de la semaine numéro 3 sûrement. Fou E6 attaque la dame, et la dame qui doit faire attention où elle va, et la paire de fou qui est terrible ici. En attaque, inconséquent de prendre ici, il y a toujours tour B8 et ça gagne la tour derrière, ou même des coups terribles comme dame D3 avec la menace de mat en quelques coups avec fou en C3. Il faudrait faire dame A3, ce serait le plus raisonnable, et après fou C4. Et bien voilà, il n'a pas eu le temps de roquer finalement, et donc ici bon, on l'invite à prendre en B7, mais c'est extrêmement dangereux pour lui de le faire. Et surtout, il y a un gros problème avec son roi en plein centre et sa tour qui a du mal en conséquence à sortir. Donc, excellente position pour les noirs. Voilà, et bien, je crois qu'on a fait le tour des exemples que je vous avais préparés. Il ne reste plus que l'exercice et donc on va passer au à retenir. Alors, je vais le récupérer. Que je ne l'avais pas. Voilà. Je ne l'ai pas rentré. Donc on y va. Donc la poussée centrale. Donc on parle des pions, bien sûr. Je vous ai mis des points à retenir. Donc la poussée d'un pion au centre, c'est ce qu'on peut trouver de plus naturel et de plus conseillé aux échecs. Du coup, envisagez toujours ces poussées de pions et évaluez leurs conséquences. Une telle poussée peut être essentielle en défense ou bien très forte en attaque. Donc ça peut servir à la fois en attaque ou en défense. Ça peut être incontournable, en particulier si l'adversaire a un très fort centre. Notamment le centre parfait avec deux pions côte à côte. En quel cas, vous devez absolument trouver un pion, n'importe lequel, qui va aller attaquer ces deux pions pour essayer de les disloquer. Cinquième, très simple. Une poussée centrale, ça peut libérer vos pièces. On a vu pas mal d'exemples dans cette vidéo, c'était assez éloquent. Et pour finir, ça peut être très fort en réaction à une attaque de l'adversaire sur l'aile. Et si on revient sur notre tout premier exemple, eh bien, il avait attaqué sur l'aile puisqu'il avait joué pion C5 avec les blancs, puis pion B4. Donc il jouait ses pions B et C, et il avançait ses pions B et C, donc il nous attaquait sur l'aile dame, et nous on répondait par une attaque au centre avec pion E5. Et ça c'est une phrase connue de tous les joueurs d'échecs qui se respectent, c'est en cas d'attaque à l'aile, eh bien on doit essayer de faire une réaction au centre. Ou en plus court, attaque à l'aile, réaction au centre. Comme ça, on retient, ça nous fait un réflexe. Voilà. Eh bien, voilà pour le retenir. J'espère que c'était assez clair et il ne reste plus que l'exercice. Le voilà. Alors, je vous ai mis un petit exercice un petit peu épineux et piégeux. Voilà, parce que j'aime bien
faire ça. Je ne veux pas vous donner des exercices trop faciles. C'est pas en faisant des choses trop faciles qu'on progresse aux échecs. C'est toujours en essayant de faire un peu au-dessus de son niveau. Bon, faut pas faire le truc niveau grand maître non plus. Si on débute, parce que la marche est un peu haute, on va faire étape par étape, petit à petit. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est en faisant des choses un peu au-dessus de son niveau. Et donc, moi, j'essaie de vous challenger. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de joueurs de niveaux différents qui regardent ces vidéos, donc des fois je fais des choses un peu plus dures, des fois un peu plus faciles. Pour la première fois, je vais mettre la réponse de l'exercice au bout d'une semaine, donc vous avez une semaine pour chercher jusqu'à la prochaine publication, et je vais mettre ça dans une study lichess. La réponse, je la mets au bout d'une semaine, voilà, comme ça vous pouvez consulter. Je vais essayer de rajouter les réponses de tous les exercices des conseils précédents, donc voilà, je vais essayer de prendre un peu de temps, un moment pour faire ça. C'est le 17e conseil, donc il devait y avoir une quinzaine d'exercices, il y a peut-être une ou deux vidéos où il n'y en avait pas, et voilà, je vais essayer de mettre tout ça dans une study lichess, et vous pourrez comme ça consulter les réponses. En tout cas, pour cet exercice, c'est le trait au noir. Je vous invite à peser, ce que je disais tout à l'heure, bien peser les conséquences d'une éventuelle poussée de pion. D'ailleurs, ça vaut pour toutes les poussées de pion, pas que les poussées de pion au centre. Mais voilà. Donc, que faire avec les noirs? Prenez le temps, vous pouvez décider quoi faire, et vous pouvez mettre vos réponses dans les commentaires. Voilà pour cet épisode sur la poussée centrale, la poussée de pion au centre. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus particulièrement à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre. Et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez également un lien Tipeee dans la description. De manière générale, n'hésitez pas à aller voir les liens qui sont dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.